Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 28 janvier 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. 1. Le grand basculement à lire sur LSA. 2. Il faut inventer un nouveau commerce dans le virtuel, à lire sur e-commercemag.fr. 3. La CNIL va publier un texte afin d'imposer aux commerçants d'informer leurs clients sur la destination de leurs données, à lire sur le JDN. 4. La génération Y et Z, plus disposée à acheter directement auprès des marques, à lire sur e-commerce mag. Et enfin 5. Amazon crée sa première boutique physique et high-tech de vêtements, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Second petit message, je vous invite à écouter l'interview de Jean-Christophe Sibon, cofondateur de la plateforme lesbienfaiteurs.com. Le concept est génial. Il propose de lier les ventes exclusives au soutien d'une cause. Idée gagnante pour tout le monde. En s'engageant pour une association, les marques préservent leur image et en plus du prix cassé, les consommateurs valorisent une bonne action. Et bien sûr, les associations gagnent du financement. Alors bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Le grand basculement, tribune de Grégoire Kaufmann à lire sur LSA en date du 24 janvier. Pour la 7e année consécutive, LSA a recueilli les projections d'experts du retail sur les enjeux de 2022. Ils décrivent un commerce en pleine transformation. Aujourd'hui, Grégoire Kaufmann, senior advisor pour le fonds d'investissement Veril Invest et le cabinet de conseil Kearney. L'année 2020 aura été marquée par la forte accélération de la pénétration du e-commerce, conséquence directe des confinements et fermetures de rayons. Une tendance qui s'est confirmée en 2021, qui restera l'année au cours de laquelle de nouvelles formes de commerce ont vu le jour. L'arrivée en fanfare des acteurs du quick commerce n'en est que l'illustration la plus marquante. Attends-toi à l'inattendu, la maxime permanente d'Edgar Morin devrait donc aussi s'appliquer à 2022, qui pourrait présager d'un grand basculement dans l'organisation de la distribution. La digitalisation du parcours d'achat, l'ultra-personnalisation, l'Internet mobile, la capacité des plateformes à tirer parti des avis des usagers, toutes ces innovations ont rendu possible la multiplication des canaux et formats, chacun répondant à un type de besoin spécifique. Ce n'est d'ailleurs plus la taille qui segmente les formes de commerce, de l'hyper à la proximité, mais bien leur fonction. Le drive, longtemps spécificité bien française, a séduit
32% des foyers en 2021. La livraison à domicile suit derrière avec 9%, le drive piéton 3%. À ces solutions classiques doivent aussi s'ajouter dorénavant les sites spécialisés de sourcing local, La Ruche qui dit oui par exemple, les solutions repas, Gusto, Julienne, les spécialistes bio ou ethniques, La Fourche, Ethnica, les plateformes de livraison, Everly, sans oublier de mentionner les innombrables acteurs de livraison rapide de restauration qui incluent dorénavant dans leur offre les produits de PGC, Frischti, Deliveroo, Glovo et viennent grignoter des parts d'estomac. Les industriels ne sont pas en reste et s'affranchissent des distributeurs classiques pour vendre en direct. L'Oréal réalise 25% de son chiffre d'affaires en ligne. C'est plus de 10% que les industriels comme Nestlé, Procter & Gamble ou Unilever. La voiture et les parkings, en rendant accessible au grand public une offre complète et bon marché, avaient permis d'abolir la distance. Les opérateurs de livraison ultra rapide permettent eux d'abolir le temps. Cette promesse de disrupter le paysage commercial urbain a aussi permis à ces acteurs émergents d'atteindre des valorisations records. 15 milliards d'euros pour GoPuff, 7,5 milliards pour Getir ou encore 3 milliards d'euros pour Gorillaz, leur assurant des ressources quasi illimitées pour financer leur expansion, alors même que les dépenses d'investissement se font rares chez les acteurs traditionnels. On peut moquer l'économie de la flemme que valoriseraient ces nouveaux services. Ils mettent surtout la pression sur les distributeurs traditionnels en offrant des alternatives aux magasins physiques. La promesse de 20 minutes de livraison est en train de devenir le standard, tout comme Amazon Prime a établi le J+1 comme étalon pour le non-alimentaire. Si les parts de marché de ces nouvelles plateformes de commerce sont encore marginales, elles renversent la charge de la preuve en offrant les facilités et des services aux clients de moins en moins prêts à accepter les irritants de l'expérience magasin. Les acteurs traditionnels doivent s'adapter afin de rester compétitifs et maintenir leur niveau de service, soit en installant des dark stores ou en nouant des alliances et des rachats de ces nouveaux entrants. Il est vrai qu'aucun n'ayant encore de taille critique à l'achat. Mais l'indicateur le plus frappant et structurant de cette bascule reste les écarts de valorisation boursière entre acteurs traditionnels et ces plateformes. Entre la brique et l'octet, le choix des investisseurs est clair. Ainsi, la valorisation d'Amazon est 4 fois supérieure à celle de Walmart au cadeau et a même dépassé pendant quelques semaines cette année le leader Tesco. Les groupes cotés français Carrefour 13 milliards, Casino 2,5 milliards font pâle figure face à celle des e-commerçants comme Zalando, le spécialiste de la chaussure online, valorisé 18 milliards, ou encore Etsy, le site de vente en ligne d'artisanat qui atteint 22 milliards. Cette situation ne manquera pas de motiver des probables tentatives de consolidation d'un marché d'ores et déjà ultra concentré. En France, les 5 principaux acteurs de la distribution détiennent 78% des parts de marché. C'est 75 en Allemagne, 55 en Italie ou 49 en Espagne. De fait, les distributeurs traditionnels ont longtemps pu tirer profit d'un avantage décisif, la détention du quasi-monopole du choix des assortiments. Aussi bien les industriels que les consommateurs n'avaient guère d'autres alternatives pour vendre, acheter leurs produits que de passer par les centrales d'achat des enseignes de distribution alimentaire généralistes. Dans ce schéma vertical traditionnel, la distribution en occupait la position centrale et pouvait ainsi s'octroyer une part importante de la valeur ajoutée de la chaîne de valeur. Ce schéma vertical est aujourd'hui remis en question par l'éclatement du modèle. Enfin, pour complexifier encore les choses, pour la première fois, les changements d'habitude des consommateurs évoluent plus vite que les magasins. De nouvelles catégories et concepts apparaissent, produits végétaux, ils sortent du vrac, et les CAPEX manquent pour moderniser les magasins physiques, pour faire évoluer les layouts, déplacer les gondoles au fil des saisons ou des événements commerciaux. Et pourtant, c'est bien autour des magasins physiques que se jouera la bataille. Les distributeurs n'ont plus le choix, ils devront combiner la recherche d'efficacité pour leurs clients, mais aussi leur apporter la sensorialité, la recherche d'expérience que seul le magasin physique est à même d'apporter. Alors que les modèles et paradigmes traditionnels éclatent, le magasin ne peut rester figé, prisonnier de son layout et de ses actifs fixés il y a maintenant plusieurs années. La loi de Darwin est implacable. Seuls les magasins qui sauront adopter cette flexibilité, gage d'adaptation,
pourront retrouver une raison d'être et échapper au grand basculement. Il faut inventer un nouveau commerce dans le virtuel, à lire sur e-commercemag.fr en date du 24 janvier. Quelle frontière entre le virtuel et le réel? Quel écosystème commercial pour les marques? Valérie Piotte, directrice de l'agence Altavia Cosmic, filiale du groupe Altavia, revient sur les opportunités du métaverse pour les marques et les distributeurs. Quelle est votre approche du métaverse au service des marques? À l'agence, nous nous intéressons à ce sujet depuis septembre dernier. Ce qui nous semble intéressant, c'est l'attente du commerce et des marques pour inventer et imaginer de nouvelles expériences, en supprimant toutes les contraintes du réel. Au regard du contexte actuel, explosion du digital, performance et l'accessibilité des technologies de VR et développement des crypto-monnaies et des NFT, nous pensons que le métaverse aura plus d'avenir qu'un Second Life il y a quelques années. Les chances du succès sont accrues car il y a une vraie puissance de l'expérience et une meilleure accessibilité. Enfin, l'avènement du digital, tout secteur confondu, nous laisse seuls face à notre écran, générant une frustration liée avec un manque de communication. Ce nouveau monde rétablit une sensation de réalité, d'immersion avec les casques virtuels. La matière première dans ces univers ludiques, c'est le lien, la communauté, le plaisir et le divertissement. Par exemple, Roblox est un lieu de socialisation, un entre-soi. Quelles sont les opportunités pour le commerce de demain ? Les premiers pas du métaverse se font dans l'univers du gaming. La première opportunité pour les marques, c'est de rencontrer une audience. 50 millions de joueurs actifs sur Roblox, dont la moitié ont moins de 13 ans. Plus jeune et plus captive que sur les médias traditionnels. Les clients jouent avec la marque, co-construisent des univers, des lieux et interagissent avec leurs avatars amis. Le lien est fort avec les communautés. Ce n'est pas de la notoriété. Ensuite, ce nouveau territoire leur permet de tester des expériences nouvelles dans ces univers virtuels et Nike, par exemple, a établi des connexions avec ses points de vente physiques avec un flagship de New York. Les marques ont l'opportunité d'enrichir l'expérience d'achat du e-commerce. Enfin, les enseignes doivent utiliser cet environnement pour tester de nouveaux modèles économiques. Dans le secteur textile, par exemple, guidé par le souci de limiter les stocks et les invendus, le métaverse peut être une bonne clé d'entrée dans un parcours pour présenter une gamme de produits virtuels, de façon virtuelle et fabriquer les articles en fonction des précommandes enregistrées dans cet environnement. A l'inverse, quels sont les freins ? Côté distributeur, le bémol vient de la cible encore trop jeune et trop masculine, mais le niveau d'adoption devrait croître très rapidement. Ensuite, dans ces univers très peu marchés, les retailers ne maîtrisent pas encore le potentiel de créativité illimitée de ce nouvel espace. La réalité jumelle, qui consiste à dupliquer des galeries marchandes dans le métaverse, n'a pas grand intérêt. Les distributeurs doivent réinventer le commerce et créer des liens et des passerelles entre les deux mondes. Beaucoup de marques dans la GSA sont très orientés sur les bénéfices rationnels, là où dans le métaverse, il faut jouer sur la désirabilité, l'attractivité et créer des lieux de commerce inspirants, innovants. Enfin, le sujet de la privacy est bien sûr à considérer. La quantité de données intimes capturées sur un individu dans le métaverse, mouvements oculaires, pulsations cardiaques, mouvements de tête, va s'accentuer et donc cette connaissance client risque d'être utilisée à des fins mercantiles. Comment le métaverse redéfinit les frontières du retail ? Comme par exemple Carrefour qui se lance sur Fortnite avec The Healthy Map, la première map créative qui permet aux gamers de regagner de la vie en mangeant bien. Yves Rocher fait une approche autour de sa fondation. Le métaverse est un terrain d'opportunité, c'est un nouveau continent à conquérir. KFC a recréé un univers de fast-food en ajoutant les avatars qui pouvaient gagner des bons de réduction dans les vrais fast-food. Il y a déjà une création de liens entre le VR et le business des enseignes. Par exemple, Adidas Original a lancé sa collection de NFT en décembre dernier et a vendu 30 000 NFT exclusifs pour la somme de 23 millions de dollars. Le monde virtuel offre un champ des possibles infinis pour les retailers, réinventer les parcours clients, réaménager les espaces, redéfinir et personnaliser les rayons. À l'agence, nous essayons de faire bouger les lignes et réinventer le commerce de ce nouvel environnement.
La CNIL va publier un texte afin d'imposer aux commerçants d'informer leurs clients sur la destination de leurs données. À lire sur le JDN en date du 27 janvier. À l'occasion de la journée mondiale de la protection des données, le 28 janvier, le chef du service de l'exercice des droits et des plaintes de l'autorité administrative sensibilise les entreprises et les consommateurs, le JDN. Quels sont les points de vigilance concernant la protection des données en ligne ? Xavier Delporte. Si on parle des consommateurs naviguant sur un site e-commerce, la première chose à faire est de vérifier si le site dispose de mentions légales et d'une politique de confidentialité. Parmi les plaintes que l'on reçoit à la CNIL, on se rend compte que beaucoup de personnes commandent sur des sites sans avoir vérifié au préalable ces éléments. Ils rencontrent alors des difficultés pour résoudre leurs problèmes car le site est basé en Asie ou en Amérique du Sud. Il faut s'assurer que le site est édité par une société qui a une véritable existence. Par ailleurs, les sites demandent un certain nombre d'informations nécessaires dans le cadre d'une commande, mais certaines ne sont pas utiles et servent d'autres sites internet à des fins publicitaires ou de prospection commerciale. Évidemment, il n'est pas interdit de recevoir des mails publicitaires, mais ce doit être le choix du consommateur. Si le site ne permet pas de comprendre ce qui est fait avec vos données personnelles, il faut éviter de passer commande. Quels recours sont à la disposition des internautes en cas d'utilisation de données non accordées ? Tout d'abord, il faut faire une réclamation auprès du site. Si on a été vigilant en amont, c'est plus facile car on pourra entrer en contact avec un délégué à la protection des données ou une équipe dédiée à ces questions sur le site et cela va aider à régler la difficulté. Si on n'a pas du tout fait attention, il ne sera pas possible de faire un recours directement auprès du site ou de la société qui l'édite. Dans ce cas, on peut se tourner vers la CNIL. On peut adresser une plainte afin que l'on intervienne auprès du site. Et de la même manière, si le site est bien identifié, qu'il est basé en France et qu'il a un délégué à la protection des données, notre intervention sera plus facile que si le site est basé au Kazakhstan ou à Singapour. Comment gérez-vous les différentes plaintes des consommateurs ? Nous enregistrons des plaintes chaque année sur les sites e-commerce. Elles concernent principalement l'utilisation des données des clients à des fins commerciales. En clair, il s'agit de la transmission des données par le site e-commerce à des partenaires commerciaux qui alimentent ensuite des bases de données et de prospection. Sur les sites, nous vérifions si certaines cases sont à cocher par le consommateur et si celles-ci sont précochées ou non. Nous regardons aussi la manière dont l'information est présentée, si celle-ci est claire ou ambiguë. Ces dernières années, nous recevons également des plaintes concernant la conservation des données bancaires à la suite d'un achat. Depuis 2021, au niveau européen, un site e-commerce doit demander et obtenir le consentement du client afin de conserver des données bancaires. Depuis l'entrée en vigueur de la RGPD, la protection des données est devenue un sujet de société. Quelles sont les marges de progression des entreprises ? Nous ne sommes pas au bout du sujet car l'innovation ne s'arrête pas et il faut pouvoir la rendre conforme au droit. Nous avons la chance et la difficulté que nos textes, comme le RGPD, soient dans l'ensemble des textes de principe. Ce ne sont pas des textes très prescriptifs et détaillés. Il faut les confronter à la réalité au sein des entreprises en sachant que le texte est sujet à interprétation. Il faut donc trouver un équilibre et intégrer dans les processus internes des entreprises dès le départ la question de la protection des données. Les entreprises doivent faire ce travail pour éviter de rencontrer des difficultés par la suite. L'avantage d'un texte comme le RGPD qui pose des principes, c'est qu'il est souple. Le RGPD permet des innovations en fixant les règles à respecter pour innover. La protection des données n'est pas juste une question de juriste en entreprise, c'est un sujet qui concerne d'abord le marketing et la communication. Les politiques de confidentialité peuvent prendre la forme d'un schéma, d'une vidéo, à travers des modes plus ludiques qui valorisent la transparence de la démarche. Et côté consommateur ? Si nos concitoyens attendent que la CNIL protège seule leurs données, ce sera compliqué car nous sommes 200. Tous les consommateurs doivent se sentir concernés par le sujet de la protection de leurs données. Les violations de données récemment médiatisées participent à l'éveil collectif et à l'importance de faire attention à ces données car elles circulent partout, tout le temps.
Des outils existent-ils pour connaître l'utilisation qui est faite des données? Concernant les cookies, la CNIL a développé un outil que n'importe quel internaute peut utiliser sur son ordinateur afin d'avoir connaissance des cookies installés par un site et auprès de qui ceux-ci sont partagés. Pour reprendre une expression utilisée à la CNIL et par ses homologues européens, les consommateurs doivent pouvoir maîtriser leurs données. Ceci passe par la connaissance via la politique de confidentialité des sites. Ensuite, s'il est question de bases de données clients qui sont partagées à des sociétés spécialisées dans la constitution de dossiers à des fins de prospection commerciale ou autre, la CNIL travaille aussi sur ce sujet-là. Le but est que l'information véhiculée par le commerçant à ses clients soit la plus claire possible. Nous publierons d'ailleurs prochainement un texte afin d'imposer juridiquement aux commerçants d'informer leurs clients sur la destination de leurs données. Quel type d'acteur est le plus gourmand en termes de captation des données personnelles? On dit généralement que c'est gratuit. C'est vous le produit. Certaines entreprises mondiales offrent des services gratuits mais se payent d'une manière ou d'une autre. D'un autre côté, beaucoup d'entreprises, sous une bannière éthique, s'interdisent de mettre à disposition de tiers des données de leurs clients. Ce sont des modèles économiques différents. Finalement, les consommateurs et les internautes sont amenés à faire des choix dans leurs usages au quotidien. Les générations Y et Z plus disposées à acheter directement auprès des marques, à lire sur e-commercemag.fr en date du 24 janvier. Le nouveau rapport de Capgemini sur les tendances de la consommation 2022 révèle que l'essor du commerce en ligne pourrait plafonner alors que de plus en plus de consommateurs prévoient de revenir aux expériences d'achat en magasin. Les consommateurs de la génération Y et Z sont désormais plus susceptibles de commander des produits directement auprès des marques et 72% des consommateurs, toutes classes d'âge confondues, s'attendent, une fois la pandémie terminée, à des interactions importantes avec les magasins physiques contre 60% pré-Covid. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de Capgemini Research Institute, What Matters to Today's Consumers, qui révèle l'impact considérable de la pandémie sur le comportement et les préférences des consommateurs. Le rapport étudie 4 catégories d'âge: la génération Z, 18 à 24 ans, la génération Y, 25 à 40 ans, la génération X, 41 à 56 ans, et les baby-boomers de 57 à 75 ans. Plus des 2/3 des consommateurs de la génération Z et plus de la moitié de la génération Y ont commandé des produits directement au prix des marques au cours des 6 derniers mois, contre seulement 37% de la génération X et 21% pour les baby-boomers, et 41% en moyenne, toutes tranches d'âge confondues. Parmi ceux qui ont acheté directement auprès des marques, près des 2/3 citent une meilleure expérience d'achat comme raison de cette démarche et 59% l'accès au programme de fidélité de la marque. En échange de ces avantages, les consommateurs sont prêts à communiquer leurs données. Actuellement, près de la moitié des acheteurs se disent prêts à partager des données sur la façon dont ils consomment ou utilisent les produits, et plus d'1/3 se disent disposés à partager des données personnelles de nature démographique ou sur les préférences de produits. Cependant, 54% des acheteurs déclarent que les offres, les promotions et ou les remises sont susceptibles de les inciter à partager davantage leurs données directement avec les marques. L'essor de l'e-commerce au cours des 2 dernières années, dû au contexte sanitaire et à la volonté d'éviter les magasins physiques, semble atteindre un plafond à l'échelle mondiale. Toutes les catégories d'âge envisagent après la pandémie une proportion d'achats en magasin plus élevée que leurs achats en ligne. Les baby-boomers sont les plus susceptibles d'acheter en magasin, 76%, et la génération Z la moins susceptible, 66%. Cependant, la nature de ces expériences change à mesure que la distinction entre les achats en ligne et les achats en magasin continue de s'estomper. Par exemple, après la pandémie, 22% des acheteurs envisagent un niveau élevé de commandes click and collect. Cette tendance est la plus marquée pour la génération Y, 33%, et la moins marquée pour les baby-boomers, 11%. Les services de livraison et traitement gagnent en importance sur certains segments. Ainsi, de plus en plus d'organisations voient la livraison et le traitement comme un levier de croissance et non plus comme un centre de coût. Dans les segments des produits de soins et beauté et de l'épicerie, les consommateurs accordent plus d'importance à la livraison et au traitement de leurs commandes
qu'à l'expérience en magasin. C'est particulièrement notable pour les achats d'épicerie, quelle que soit la catégorie d'âge de consommateurs, où 42% d'entre eux déclarent que la livraison et le traitement sont les conditions de service les plus importantes. L'étude souligne que l'une des principales raisons pour lesquelles les consommateurs peuvent être amenés à essayer de nouveaux modèles d'achat est le fait qu'ils souhaitent une livraison pratique. Un peu moins de la moitié des consommateurs qui ont fait des achats via des services d'abonnement le font du fait de la commodité de la livraison à domicile. Une fois la pandémie terminée, 22% des consommateurs s'attendent à fréquemment utiliser les commandes click and collect, ce qui confirme une volonté durable d'interagir avec des magasins physiques. Cependant, les consommateurs sont moins disposés à payer un supplément pour une livraison rapide. Dans l'ensemble, ils sont prêts à dépenser en moyenne 3,3% du coût total de la commande pour une livraison en 2 heures, contre 4,6% en 2019. Les jeunes consommateurs avec enfants demeurent les plus susceptibles de consentir à un surcoût. Néanmoins, de plus en plus de consommateurs considèrent qu'une livraison rapide est un aspect standard de l'expérience d'achat. La santé et le développement durable sont au cœur des préoccupations des consommateurs. La santé et le développement durable devraient continuer à influencer les décisions des consommateurs à l'avenir. En conséquence, les entreprises devraient envisager d'investir pour permettre aux clients de faire des choix éclairés à ce sujet, cite le rapport. En novembre 2020, 70% des consommateurs avaient déclaré qu'ils comptaient prêter davantage attention à la propreté et à leur santé une fois la pandémie terminée. Et 63% avaient indiqué que le développement durable serait un facteur plus important dans leurs décisions d'achat auprès des distributeurs et des marques. Ces chiffres sont restés stables en 2021, 69% et 60% respectivement. 44% des consommateurs sont prêts à payer un supplément pour des produits d'épicerie ayant un emballage écologique. Cela est plus prononcé chez la génération Z et la génération Y par rapport aux générations plus âgées comme les baby-boomers. Comment les marques et les détaillants peuvent-ils capitaliser sur l'évolution des tendances de consommation ? Pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs d'aujourd'hui, le rapport pointe vers 4 actions clés permettant aux marques et aux distributeurs de bénéficier de ces tendances de consommation sous-jacentes. 1. Collecter et analyser les données qu'ils obtiennent en direct des consommateurs pour créer de nouveaux produits et services personnalisés destinés à des segments de clientèle spécifiques. Développer une stratégie multicanale qui intègre la vente en magasin, la vente en ligne, la vente directe aux consommateurs et la vente sur les places de marché en ligne. 3. Repenser les services de livraison et de traitement en tant que moteur de croissance de l'expérience client. 4. Proposer des produits durables à des prix plus compétitifs pour répondre aux attentes des consommateurs. De vêtements à lire sur fashionunited.fr en date du 21 janvier. Amazon va ouvrir un magasin de vêtements high-tech à Los Angeles avec des technologies utilisées dans ses centres logistiques permettant de combiner les avantages du shopping en ligne et en personne, malgré les accusations d'abus de position dominante qui pèsent sur lui. Les clients pourront effectuer leur shopping depuis la cabine d'essayage, promet le groupe de Seattle dans un communiqué publié jeudi qui annonce l'inauguration de la nouvelle enseigne baptisée Amazon Style pour plus tard cette année dans un centre commercial de la ville californienne. Amazon Style est conçu autour de la personnalisation, précise le communiqué. Les consommateurs pourront scanner les vêtements qui leur plaisent et les algorithmes leur feront des recommandations sur mesure et en temps réel. L'idée est de combiner les avantages du shopping online et en personne. Dans les cabines, un écran tactile permettra aux clients de sélectionner des modèles et des tailles différentes qui leur seront amenés en quelques minutes par les vendeurs grâce aux technologies et processus sophistiqués déjà utilisés dans les entrepôts du groupe. L'entreprise se vante de pouvoir ainsi fournir beaucoup plus de choix que les magasins traditionnels dans un espace moins encombré. Il sera par exemple possible de passer commande en ligne où se trouvent des millions d'articles et d'essayer sur place. Comme Apple, Meta et Google, Amazon se voit reprocher d'avoir accumulé trop de pouvoir sur les marchés qu'il domine. Les autorités de la concurrence l'accusent notamment d'être jugé parti sur la plateforme où il commercialise ses propres produits en plus de ceux des autres marques. Mais cela ne décourage pas l'entreprise qui met régulièrement en avant les emplois créés et la réussite de certaines PME sur Amazon.com. Amazon
a ouvert son premier magasin en dur il y a 6 ans, une librairie, le premier secteur que l'entreprise a bouleversé avec sa plateforme de vente en ligne. Il a depuis lancé différentes enseignes avec divers degrés d'automatisation, de l'alimentation aux produits électroniques. Et il a racheté la chaîne de supermarchés bio Whole Foods en 2017. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.